On est mardi 30 janvier, voici les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné la capitale après avoir pris part donc au 30e sommet de l'Union africaine, et il s'est entretenu durant ces sommets avec plusieurs de ses pairs africains. Et les États-Unis lèvent l'interdiction visant les réfugiés de 11 pays. Voilà, donc c'était les titres. Merci à vous de nous rejoindre. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a regagné la capitale ce mardi après avoir pris part au 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le chef de l'État, donc, à sa descente d'avion à l'aéroport international de Djibouti, a été accueilli donc par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement ainsi que par les principales autorités civiles et militaires du pays. Et durant ce déplacement, le chef de l'État a été accompagné par le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, et de notre ambassadeur en Éthiopie et représentant permanent de la République de Djibouti auprès de l'Union africaine, Mohamed Idriss Farah Ambani. Pas grave, il était là. Et en marge de ce sommet, le chef de l'État djiboutien a eu hier donc plusieurs rencontres avec ses pairs africains. Il s'est ainsi entretenu avec le Premier ministre éthiopien, Haile Mariam Desalegn. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères ont été évoquées au cours de cette rencontre. Les discussions ont ensuite été étendues à l'état d'avancement de l'importante notion d'intégration économique entre les deux nations. À ce sujet, les deux dirigeants se sont réjouis du rythme efficient dans lequel les deux pays évoluent en complémentarité dans la quasi-totalité des secteurs économiques et commerciaux. La logistique et le transport, l'électricité, l'eau constituent autant de secteurs névralgiques dans lesquels les deux pays ont su asseoir une véritable interdépendance. La mise en service du train électrique illustre parfaitement cette marche vers l'intégration économique entre les deux pays. Le tourisme fait d'ailleurs office d'ultime secteur autour duquel les deux pays souhaitent entériner un partenariat gagnant-gagnant. Les agences de voyage des deux pays entendent rapidement conclure des accords de partenariat pour offrir aux touristes étrangers des déplacements dans les deux pays. Cela se fera sous forme de package ou d'un ensemble d'offres très attractifs. Les touristes pourront d'abord visiter le haut plateau éthiopien, puis découvrir le lac Abbé et le lac Assal, enfin la mer et le soleil de Djibouti. Plus qu'une simple complémentarité économique, Djibouti et l'Éthiopie évoluent donc vers une communauté de destin. Outre les relations bilatérales, le président Guelleh, le Premier ministre éthiopien, ont fait un tour d'horizon des crises sécuritaires qui touchent la sous-région. La situation en Somalie, l'État qui prévaut au Soudan du Sud ont été abordés au cours de cette rencontre. Le président Guelleh et le Premier ministre éthiopien œuvrent pour la pacification, la stabilisation et la sécurisation de la sous-région. Les deux dirigeants sont persuadés qu'il n'y a point de développement et d'intégration économique sans une paix durable dans la sous-région. Et en marge du 30e sommet, le président de la République a également rencontré tour à tour la secrétaire exécutive de l'Union africaine ainsi que le vice-ministre chinois des Affaires étrangères. La rencontre avec la secrétaire exécutive de l'Union africaine a porté sur les moyens susceptibles de renforcer l'institution panafricaine. Une proposition a été faite pour assurer l'autonomie financière de l'organisation afin qu'elle ne soit plus dépendante des aides extérieures. Une taxe de 0,2% sera prélevée sur certains produits importés. Et avec le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, les relations Pékin et Djibouti ont été au centre des conversations. La Chine populaire et la République de Djibouti ont établi des relations d'amitié et de coopération de longue date. Ces relations existent depuis 37 ans, soit peu après l'indépendance de la République de Djibouti. La Chine a en outre beaucoup contribué en finançant les grands projets d'infrastructure de la République de Djibouti. D'importants crédits ont été octroyés à notre pays afin de lui permettre de sortir du sous-développement et faire de Djibouti une importante plateforme
réforme des échanges économiques, un centre logistique de transport, un nœud névralgique pour les télécommunications. Plusieurs ports ont été ainsi créés, une ligne de chemin de fer électrique également. La Chine a fait de Djibouti un point de passage pour sa nouvelle route de la soie. Et par la suite, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a rencontré son homologue kényan, Uhuru Kenyatta. Cette rencontre a suivi donc l'entretien qui a eu lieu entre le président Guelleh et le président du Sud-Soudan, Salva Kiir. Lors de ces rencontres, les partis ont exprimé leur volonté à renforcer les relations bilatérales. Le chef de la diplomatie djiboutienne et notre ambassadeur en poste à Addis Abeba et auprès de l'Union africaine, Mohamed Idriss Farah, ont assisté à ces rencontres. Et le président de la République s'est également entretenu à Addis Abeba avec son homologue somalien, Mohamed Abdullahi Farmajo. Cet entretien, donc en tête-à-tête, a bien évidemment porté sur les relations bilatérales et la stabilisation de la situation en Somalie. Les deux parties ont exprimé leur volonté de travailler de concert pour sortir la Somalie de sa crise interne. Là aussi, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, Mohamed Idriss Farah, ont assisté à l'entretien. Et toujours en marge de ce sommet qui a eu lieu à Addis Abeba, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a rencontré son homologue rwandais, Paul Kagame. Les deux chefs d'État ont durant cette rencontre exprimé leur volonté d'œuvrer ensemble pour consolider des liens d'amitié et de coopération existants entre les deux pays. Rappelons que le président Kagame avait récemment effectué une visite officielle de plusieurs jours à Djibouti. Le chef de la diplomatie djiboutienne et l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba ont là aussi suivi cette rencontre entre les deux chefs d'État. Alors, Asma, outre les rencontres bilatérales en marge de ce 30e sommet de l'Union africaine, peut-on tirer un bilan général? Alors, le 30e sommet des chefs d'État Ahmad et de gouvernement de l'Union africaine s'est donc clôturé hier à Addis Abeba. La présidence tournante de l'Union est passée au chef de l'État rwandais, Paul Kagame, qui a proposé plusieurs initiatives visant à réformer l'organisation. Il lui a assuré donc entre autres l'autonomie de gestion financière afin de ne plus dépendre des aides extérieures pour son fonctionnement. Pour assurer cela, une taxe de 0,2% sera prélevée sur certaines importations, mais des divergences subsistent. C'est le cas également de l'introduction d'un passeport, un passeport africain qui permettra alors de faciliter la circulation de personnes. Ce passeport sera d'abord détenu par les grandes et importantes personnalités tels que les ministres, les parlementaires, les hauts fonctionnaires, les États membres de l'Union, puis élargi dans un second temps aux citoyens ordinaires. Le sommet a également lancé le marché unique du transport aérien pour ouvrir l'espace aux compagnies des transports aériens. Le sommet a également abordé la création de la zone libre échange continental, un sommet spécial pour approfondir cette question se tiendra en mars prochain. Ce dossier a été confié au président du Niger, Mamadou Issoufou, qui a appelé les pays africains à s'engager dans la réussite de l'initiative. Plusieurs autres réunions alors ont eu lieu en marge de ce 30e sommet qui s'est donc tenu à Addis Abeba. Le Conseil de paix et de sécurité qu'a intégré la République de Djibouti s'est penché en plusieurs questions brûlantes, notamment les crises qui prévalent en Somalie, au Sud-Soudan, en Libye, au Mali, en République centrafricaine ou en République démocratique du Congo, où des élections présidentielles tardent à être organisées. Eh bien, une description donc c'est toutefois produite dans les relations de l'Éthiopie et du Soudan, d'une part, de l'Égypte, de l'autre, au sujet de la construction du barrage de la Renaissance en Éthiopie et la répartition des eaux du Nil. Une réunion tripartite s'est ainsi déroulée entre le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn, pays hôte du sommet, et le président Omar Hassan al-Bashir et Abdel Fattah al-Sisi, donc respectivement le président soudanais et égyptien. Ce dernier candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle prévue en mars prochain. Les chefs d'État Ahmad africains se sont d'ailleurs donné rendez-vous à Nouakchott, donc en Mauritanie,
pour leur 31e sommet ordinaire et ont désigné le président égyptien Al-Sisi comme prochain président en exercice de l'Union africaine en 2019. Merci Asma pour cette analyse. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu hier donc une délégation de la Banque mondiale conduite par Safa Al-Taher, responsable du secteur de l'éducation pour la région Moyen-Orient et Afrique de l'Est. La rencontre a vu la participation du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, et l'ensemble des hauts cadres et responsables du ministère. Le ministre a d'abord remercié la Banque mondiale pour l'appui constant apporté au secteur de l'éducation avant de céder la parole au directeur du bureau d'exécution des projets. Ce dernier a présenté l'état d'avancement des projets d'éducation en cours d'exécution dans le schéma directeur de l'éducation et le plan d'action de l'éducation 2017-2019, laissant aux soins du ministre la conclusion. Le ministre de l'éducation donc a fait une évaluation des projets ASIGEF et PAEC qui sont mis en œuvre avec l'appui de la Banque mondiale et arrivent presque à leur terme. Par ailleurs, le ministre a souligné l'intérêt d'accélérer la réalisation des projets dans tous les niveaux, tout en rappelant que son département agissait à travers une série de paramètres comme la réduction des effectifs d'élèves dans les classes, la suppression des doubles flux, la transformation de la pratique en classe pour garantir un enseignement de qualité à tous les élèves de la République. De son côté, la directrice pour l'éducation des enfants, Safa Al-Taher, a insisté sur la mise en place de la formation des enseignants pour bien assurer l'apprentissage scolaire. Elle s'est dite réjouie des avancées majeures, surtout en matière de scolarisation universelle de tous les enfants de la République dans les différents niveaux d'enseignement. Avec le déroulement des projets entre la Banque mondiale, le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle. Je pense qu'il y a beaucoup qui a été fait. Il y a beaucoup qu'il faut le faire. Alors nous sommes partenaires, on va travailler ensemble pour réaliser toute la vision pour l'éducation pour les élèves et les enfants de Djibouti. Merci. Et la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa, accompagnée donc de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumena Ahmed, a procédé donc à l'inauguration des antennes de l'UNFD à Damerjoug. La cérémonie d'inauguration donc a vu la présence des leaders communautaires et de la population locale. L'objectif donc de cette antenne est d'offrir aux femmes un lieu de rencontre, de concertation, mais aussi un espace pour apprendre diverses formations telles que la couture, la broderie, l'alphabétisation et l'artisanat, qui constituent de ce fait un levier pour le développement social. À tour de rôle, les femmes ont pris donc la parole pour exprimer leur satisfaction pour cette initiative et ont assuré donc profiter au maximum. Elles ont ainsi remercié la première dame, Mme Khadra Mohamed Haït, présidente de l'UNFD, pour son engagement au profit des femmes. Rappelant que dans la matinée, une délégation conduite par la ministre de la Femme et de la Famille, accompagnée de la secrétaire générale de l'UNFD, a procédé à l'inauguration des antennes de l'UNFD dans la localité de Omar Djaga, de Laïta, dans la région d'Arta. Toujours en nouvelle nationale, une forte délégation de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, conduite par son président, Dini Mohamed Burhan, a effectué une tournée d'inspection dans la région d'Ali Sabieh hier. Le président de la CENI et ses collaborateurs ont été reçus par le préfet de la région, Mohamed Ouabri, en présence des membres de la CENI d'Ali Sabieh, conduit donc par Mohamed Abdillahi. La délégation s'est entretenue avec le préfet des conditions d'organisation du prochain scrutin législatif. Le président de la CENI et son équipe ont par ailleurs discuté avec leurs collègues de la commission régionale de leur rôle essentiel qui consiste à veiller à la transparence du scrutin. Le président de la CENI les a exhortés donc à s'acquitter de la manière la plus convenable de leur mission d'arbitre. Il a insisté sur le respect du principe de neutralité que les membres de la commission doivent observer impérativement. Il a mis en exergue auprès de ses interlocuteurs l'interdiction absolue d'afficher des signes ostentatoires démontrant le soutien manifeste à l'une ou l'autre
l'autre partie en compétition. À l'issue des discussions, le président de la CENI et ses accompagnateurs ont procédé à l'inspection des bureaux de la préparation du prochain scrutin législatif. Et de là, nous passons à l'actualité africaine et internationale. Donc, quelques 13 000 migrants africains ont été évacués de Libye. Oui, donc effectivement, Ahmed, 13 000 migrants africains ont été évacués de Libye depuis le début décembre. Assuré lundi, le président de la Commission de l'Union africaine près de 2 mois après des révélations sur l'esclavage de migrants dans ce pays nord-africain. Depuis décembre, l'Union africaine avait dit ambitionner de rapatrier 20 000 migrants avant la mi-janvier. Et si M. Faki a reconnu un peu de retard, il a également assuré que le processus est en cours. Après les révélations récentes des migrants noirs vendus comme des esclaves en Libye, 9 pays européens et africains appuyés par l'ONU, l'Union européenne et l'Union africaine ont décidé de mener des opérations d'évacuation d'urgence des migrants victimes de trafiquants. Le rapatriement ont notamment pu avoir lieu grâce à des vols affrétés par des pays africains. Le Niger et le Rwanda ont par ailleurs offert l'asile à ceux qui ne pouvaient pas retourner dans leur propre pays. Et enfin, les États-Unis lèvent l'interdiction visant les réfugiés de 11 pays. Effectivement, Ahmed, les États-Unis ont levé l'interdiction du territoire qui visait le réfugié de 11 pays. Les conditions ont cependant été durcies. Les responsables américains n'ont pas dévoilé la liste des pays concernés, mais il s'agirait de l'Égypte, l'Iran, l'Irak, la Libye, le Mali, la Corée du Nord, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, la Syrie et le Yémen. C'est les indications d'organismes s'occupant de réfugiés. Les autorités américaines ont également annoncé un renforcement de la sécurité et des recommandations dans les procédures du programme américain d'admission de réfugiés, notamment le renforcement de vérification des demandes d'asile et une actualisation régulière de la liste des pays à haut risque ainsi que des critères de sélection de réfugiés. Merci Hussein, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.